Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Mallory. Je suis enseignant à Ecologica. Je fais un peu de sciences, un peu d'atelier d'écriture et un cours qui est à mi-chemin entre approche académique et approche culturelle de différents sujets de société. Et, euh, et déjà, je vais faire comme mes prédécesseurs l'ont fait. Je vais déjà remercier les étudiants et les étudiantes pour m'avoir ouvert cet espace. Merci beaucoup à vous. Moi, ça me fait très plaisir d'être là. Et du coup, ça me fait poser le premier objectif que j'ai aujourd'hui, c'est d'être digne de cet espace. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'essaye de vous faire un peu plisser les yeux, faire genre ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Ce qui est mon second objectif. Et le troisième, ça va être d'essayer de vous donner un petit peu de souffle quand même, parce que je vais vous mettre devant certains vertiges, mais essayer quand même d'essayer d'outiller la navigation dans le vertige, ce qui est un peu ce que moi je me donne à faire. Euh, donc reconfigurer le sensible et créer du possible. Je me suis demandé comment j'allais introduire ça et je me suis dit, en fait, il y a quelques années, j'avais commencé à écrire un texte qui s'appelait L'ère du temps. Et il commençait comme ça, juste les quatre premières phrases. Je préfère me poser des questions que d'y répondre. Je préfère ouvrir des portes, des horizons, qu'à poser des points finaux sur des tombes. Parce que les parenthèses meurent quand on les ferme. Quand on décide sans trop savoir qu'une idée sera la dernière. Et quelque part, c'est un sujet qui a continué à m'habiter en fait depuis, différemment. Et en fait, c'est le sujet des questions. C'est très bête comme poser comme ça, mais pour moi, poser des questions, c'est ouvrir des mondes, c'est ouvrir des possibles. Y répondre, c'est donner forme à des possibles, mais du coup, en donnant forme à des possibles, il faut choisir. Donc, il y en a certains qu'on laisse de côté, qu'on ne réalise pas. Il y a cette fameuse phrase choisir, c'est renoncer. Donc, du coup, j'ai posé trois enjeux de mon intervention. Je vais poser maintenant trois grilles de lecture. La première, c'est les questions que je vais vous poser, les questions que je vais soulever. Donc ça va être une grille de lecture un peu de processus. C'est pas tant la question des résultats que la question du processus. La seconde, ça va être le contenu quand même dont je vais parler, c'est le résultat des recherches que j'ai menées, des échanges que j'ai pu avoir, de ce que j'ai pu glaner dans différentes littératures, différents bouquins, différentes choses qui m'ont amené à constituer, à former quelque chose dont je vais vous parler. Mais c'est deux choses qui sont qui sont en contact, mais qui sont un peu indépendantes. Alors, vous ne pourrez pas forcément être d'accord avec mes conclusions, mais quand même, les questions pourraient vous parler, et vice-versa. Ça se trouve, les questions ne vous intéressent pas, mais les conclusions pourraient vous intéresser. Et du coup, il y a une troisième chose qui va faire lien entre les deux. Je vais vous proposer un petit ensemble de gestes. Des gestes qui vont faire lien entre les questions et les réponses. Et ça, je vais les formaliser clairement, et vous allez voir ce sera très clair. Du coup, comme il est parfois d'usage dans ce genre d'intervention, il nous faut établir un constat pour avoir un cadre de problématisation, pour pouvoir développer un argumentaire sur les questions qui nous habitent. Moi, j'ai un parcours de scientifique. Donc, j'ai passé ma première vie professionnelle, on va dire, dans les labos de recherche. Dans plusieurs labos de recherche. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la question des sciences, la place des sciences, de la connaissance dans les questions les questions sociétales, les grandes questions du monde, les questions écologiques notamment, aussi les questions politiques, etc. Et en m'approchant un peu de la recherche en climatologie, en météorologie, j'ai commencé à me dire, mais ça sert à quoi en fait aujourd'hui de produire du savoir là-dessus? En fait, on sait à peu près ce qui se passe. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire plus de modèles, faire plus de choses pour avoir plus de connaissances fines de tout ça? Peut-être, peut-être pas. Et puis après, je me suis dit, bah non, mais la question c'est comment on arrive à transmettre ce savoir. Donc il y a des scientifiques qui produisent le savoir, il y en a qui le transmettent, on a des groupes comme le GIEC qui vont transmettre le savoir, etc. Sauf que le GIEC, ça fait c'est la 6e édition là, à ce moment-là on était à la 5e, et ça n'a pas l'air de faire bouger énormément de choses non plus, ça fait bouger des choses. Mais... Du coup, je vais poser un premier constat un petit peu provocateur pour un petit peu animer la chose, qui est un constat à la fois simple et en même temps vertigineux, qui est le fait que la connaissance ne détermine pas l'action. Constat un peu éthique, politique, métaphysique peut-être. Voilà, la connaissance des choses ne va pas dire comment on va agir. Que ce soit nous personnellement, que ce soit à l'échelle de la société, je parlais du GIEC à l'instant,
mais même au fin fond des labos de recherche, hein, même les gens qui font la recherche, les gens les plus raisonnables, les plus scientifiques, c'est pas leur connaissance qui détermine leur action de recherche. Elle joue, elle le conditionne, mais elle la détermine pas, parce que si elle la déterminait complètement, on n'apprendrait jamais rien. Si la connaissance déterminait tout à fait la production de connaissances, et ben la production de connaissances serait déterminée par la connaissance déjà existante, donc on n'apprendrait rien. Donc si je reviens sur le côté plutôt sociétal, et les questions qui nous intéressent aujourd'hui, la question de l'écologie, j'irais même jusqu'à dire, la connaissance de l'état du monde ne détermine pas l'action. Je vais même enfoncer le clou un peu plus loin, la connaissance de l'état catastrophique du monde ne détermine pas l'action. Le GIEC, mais aussi la question générale de l'information. Donc là, je suis un peu sur la création de connaissances et la transmission avec l'information. Alors, la grande question, quoi qu'on fait? Et du coup, ici, la première proposition gestuelle, le décalage ou le décadrage. Bon, celui-ci, ce décadrage-là, il est assez évident parce que c'est ce qui va me permettre de me mettre dans le cadre de la journée d'aujourd'hui sur la fiction, les récits, les imaginaires. Mais ça reste une proposition gestuelle qui peut être appliquée dans d'autres endroits. Toujours se dire, bon, bah, avec les éléments qu'on a là, bon, il se trouve qu'on n'arrive pas à avancer, donc petit geste de côté et peut-être qu'on arrivera mieux à voir les choses. Moi, la question des imaginaires et des récits, j'aime bien la poser comme ça, en termes de monde. Quel monde nous habite? Donc, il peut être question ici de mondes imaginaires, totalement fictionnels, totalement qui n'ont rien de raisonnable, qui n'ont rien de réaliste. Ça peut être aussi la question des mondes possibles, des mondes futurs. On parlait tout à l'heure de comment imaginer un futur qui ne soit pas Mad Max, qui ne soit pas autre futur technosolutionniste. Mais il y a aussi la question du monde présent, en fait, et même des mondes passés. Comment on se les représente? Comment on les comprend? Comment ils nous habitent littéralement, quoi. La question des imaginaires en général. Pour m'attaquer à cette question, nouveau récit et bataille des imaginaires, je vais partir de choses écrites sur le site de l'ADEME. Alors moi, l'intérêt pour moi ici, c'est pas de prendre l'ADEME en tant qu'acteur potentiellement de création d'imaginaire ou de prescripteur comme ils peuvent l'être, de comment on pense la société, comment on arrive à négocier le futur de la société et comment on arrive à avancer dans cette négociation et construire des choses. C'est pas tant ce qui m'intéresse ici que le fait qu'ils cristallisent un ensemble de pensées, de discours en fait sur les questions des récits et des imaginaires. Quelque part, ils archétypisent tout un ensemble de représentations, d'actions et de discours sur cette question des imaginaires. Et il me paraît important, intéressant de partir de là pour essayer de redéplier tout ça et voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Et ce qu'on peut dire de ça surtout. Penser à partir de l'ADEME. Alors je vous mets un petit passage qui est sur leur site. En fait, ils ont un site qui est littéralement les nouveaux récits, la bataille des imaginaires. Et ça, c'est le paragraphe introductif que je vais vous lire d'une voix claire et intelligible. Du moins, je vais essayer. Pour relever les défis sociaux et écologiques, nous devons réussir à transformer en profondeur nos sociétés et rendre ces métamorphoses désirables pour tous. Cela implique forcément de renouveler nos représentations sociales et nos imaginaires collectifs à travers de nouveaux récits. Petite question, rien à voir avec ça, mais vous m'entendez bien au fond? Ouais. J'ai oublié de poser la question avant. Moi, si un étudiant ou une étudiante venait me dire ça, je dirais ouais, carrément. Il y a plein de trucs que je trouve très intéressants, mais il y a quand même des questions que j'ai envie de poser là. De quels défis on parle? Ok, on peut dire les grands défis sociaux, écologiques, politiques. Ok, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir tous la même lecture dessus, déjà? Est-ce qu'on est sûr d'avoir tous le même cadre de problématisation? Moi, je suis quasiment sûr qu'on demande à n'importe qui dans cette salle, on demande tout le monde de se mettre autour d'une table, de dire bon, c'est quoi le problème? On aura autant de réponses qu'il y a de personnes. Bon, je caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qui nous,
ici? De qui on parle? Est-ce qu'on est tous dans le même bateau, comme on le dit parfois? Ou est-ce qu'on a des points de vue différents sur les choses? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports de pouvoir, des rapports de domination, ou juste même des intérêts différents, des perspectives différentes? Quelles métamorphoses ici sont désirables? Si on n'est pas capable, enfin si on n'est pas sûr de quel défi, de qui est le nous dont on parle. Comment on arrive en fait à dire, oui alors il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on aille tous dans la même direction, si on n'est pas sûr de ça? Et enfin, la question que je veux soulever aujourd'hui, c'est quoi le désirable? Je pense que c'est un mot qui est important. Il faut pas le négliger, la question du désir, la question de comment on arrive à donner envie et comment on arrive à faire naître l'envie. Mais le désir, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. C'est quelque chose qui est à la fois très personnel, qui est collectif aussi. Il y a un aspect social, il y a un aspect... Et quand on va chercher du côté un peu de la philosophie là-dessus, on peut aller écouter un Gilles Deleuze qui va nous en parler dans l'Abécédaire et qui va dire des trucs ultra intéressants sur le désir, ou même un Bernard Stiegler qui va nous parler de tout ça. Et en fait, en les écoutant, ça ne nous donne pas du tout des solutions. Ça nous ouvre un ensemble, une infinité de questions, une infinité de problèmes à résoudre. Pour l'instant, je vais laisser avec ces questions-là et je vais aller un peu plus loin. Toujours sur le site de l'ADEME. En tant que communicant ou acteur du milieu culturel, vous avez donc l'opportunité de participer au renouvellement de nos imaginaires à travers la création de nouveaux récits inspirants et mobilisateurs qui nous projettent dans un futur à la fois soutenable et désirable pour le plus grand nombre. Et ça m'a fait penser à un truc. Que j'aurais envie d'appeler le paradigme des imaginaires positivement déterminés. Le mot déterminé ici est très important. En fait, les trois mots sont importants, les imaginaires positivement déterminés. Bon, les imaginaires, on a commencé à en parler. Positivement, j'y reviendrai, mais déterminés, ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout qu'ils vont répondre à des nécessités. C'est-à-dire que c'est des imaginaires qui vont répondre à un état du monde qu'on aura dressé et auquel il va falloir répondre. On répond à des nécessités. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de questionner un peu ce paradigme-là. Qui, encore une fois, pour moi, est un paradigme un peu archétypal. Je pense que toutes nos pensées, nos réflexions ne sont pas forcément liées à ce paradigme-là, pas directement, mais il y a toujours un lien qu'on entretient. Enfin, elles ne sont pas conditionnées, mais il y a un lien qu'on entretient avec ce paradigme-là. Les imaginaires positivement déterminés. Qu'est-ce que je veux dire par positivement ici? Bon, il y a un petit décalage. J'aime bien utiliser ce mot positivement parce qu'il a deux sens très différents qui sont portés. Le premier, c'est la positivité, le côté joyeux. On parlait du désirable plutôt. Le fait de donner envie, qu'on a envie d'aller ensemble vers un monde meilleur. Et le deuxième, c'est le positivisme. Il n'a rien à voir avec ça. Le positivisme, c'est une vision qui relève plus de l'épistémologie, une philosophie des sciences, de comment on arrive à former de la connaissance. Et le positivisme, c'est cette idée qu'on forme de la connaissance uniquement par l'expérience, par l'expérience empirique, par le fait d'aller mesurer le monde pour en tirer une représentation. Donc là, j'utilise ces deux mots, positivité et positivisme, parce que c'est ce qu'on essaye de faire là. On essaye de faire négocier le désir avec une vision du monde qu'on a basée sur un ensemble de sciences, qui sont plutôt les sciences dures, qui vont nous donner une représentation du monde, qui serait une représentation aussi potentiellement parmi d'autres, qu'il s'agira aussi de questionner, etc. Mais quoi qu'il arrive, il semble qu'il faille bâtir une action, un monde futur sur ces choses-là. Je voudrais revenir sur le désirable. En fait, la question du désirable, pour moi, elle est ici centrale, parce qu'au-delà de toutes les élucubrations qu'on peut avoir sur le désir en tant que tel, je pense que le fait de le noter en tant que désirable met la focale sur le futur en tant que tel, sur l'imaginaire en tant que tel. Moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est, ouais, mais les corps dans tout ça, les personnes. En fait, passer du désirable au désiré. C'est qui désire? C'est les personnes. Rendre le futur désirable. Ok, mais désirable pour qui? Comment on arrive à faire converger ces flux de désir?
Et moi, je pense que si on pose la question à partir du futur, plutôt qu'à partir des personnes, je suis pas sûr qu'on pose les bonnes questions. Ici, c'est l'irruption des corps. C'est les personnes réellement qui vont devoir désirer ou non un futur. Et finalement, on nous parle de communicants et d'acteurs du milieu culturel qui devraient rendre ça désirable pour le plus grand nombre. Donc là, au-delà du fait, c'est ce que j'ai écrit, au-delà du fait qu'on soit potentiellement dans un paradigme d'avant-garde, on a une avant-garde de producteurs culturels et communicants qui vont devoir produire un futur ou imaginer un futur qui devront ensuite rendre désirable pour les autres. Je pense qu'il y a une question qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus potentiellement grave, problématique en tout cas, problématique au sens qui ouvre des questions, hein. C'est qu'on est dans un paradigme de promotion ici. On va imaginer un futur et on va le promouvoir pour qu'il soit agréable, pour qu'il soit bien pour tout le monde, ou au moins pour convaincre les gens qui sont bien pour eux. Mais on fait quoi des gens qui ne sont pas d'accord avec ça? Ou qui ne le voient pas comme ça? Ou qui n'ont juste pas participé à la construction de cet imaginaire futur? Moi, je me pose une question que je trouve à la fois absurde et marrante, c'est la question du consentement dans l'imaginaire. Est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer un monde sans demander l'avis des personnes qui vont le construire, ce monde? Ou du moins qui vont participer à le construire? Est-ce que quelque part, on ne devrait pas demander l'accord, dire, bon, toi, t'es d'accord avec mon imaginaire, là, mon image? Quelque part, ce que je me demande, c'est, est-ce qu'on peut pas faire mieux que Microsoft? Et c'est une vraie question. Microsoft font ce truc-là, bon, ils l'ont fait il y a quelques années, hein, je l'utilise comme exemple parce que je le trouve vraiment abusé, mais c'est pas inintéressant. Ils ont cette vidéo qui est une Productivity Future Vision, The Future According to Microsoft. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui ouvrent des trucs partout, t'as des terminaux dans tous les sens, t'as des machins, etc. Je suis sûr que ça fait rêver des gens. Pas de souci. Moi, je pense qu'on peut hacker ce genre d'imaginaire ou ce genre de représentation avec une seule question. Ils sont où les pauvres? Allez, une autre question. Vos ressources, elles viennent d'où? Non, parce que bon, on est quand même en train de dire aujourd'hui qu'il y a tout un problème sur les terres rares et tous ces trucs-là, qu'on va quand même galérer dans 20-30 ans, j'en sais rien en fait, l'échéance exacte, mais si on continue comme ça dans quelques années, pas très longtemps non plus, on n'aura plus de ces ressources-là. Donc comment on arrive à faire ça là? Mais la première question quand même me reste quand même bien en tête parce qu'on est dans un truc éthéré où on n'a que des cadres supérieurs avec des beaux costards, etc. qui font des trucs de ouf, ou des gens créatifs qui font des... Ouais, mais ils sont où les gens qui extraient ça? Ils sont où les gens qui vont les chercher les trucs? Ils sont où les gens qui font faire que ta machine là, elle marche? Bah ouais, mais cet imaginaire-là, il a pas vocation à toucher ces personnes-là. Il a vocation à toucher les gens qui utilisent déjà ces outils-là et qui ne vont pas se poser ce genre de questions. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation entre parenthèses. Est-ce qu'on veut faire mieux que Microsoft? Être plus convaincant dans le futur qu'on veut poser? Ou est-ce qu'on veut faire différemment? C'est pas la même question. Du coup, proposition gestuelle numéro 2. Repolitiser, en portant attention au dissensus. Les deux mots sont importants, repolitiser, dissensus. Le premier, repolitiser. Pourquoi repolitiser? Parce que c'est déjà à la base politique. Juste, on l'a dépolitisé en agrégeant tout dans des grands agrégats, des défis généraux, des nous, des ensembles, des mêmes bateaux. Mais tout ça, en fait, si on le déplie, on peut voir qu'il y a plein de gens différents, avec plein de rapports au monde différents, avec des conflits, avec des désaccords, avec tout ça. Et ça me paraît absolument primordial de prendre ça en compte. Donc quelque part, c'est pas un geste de politisation, mais bien de repolitisation, parce qu'on a dépolitisé déjà les questions à la base. On les a dépolitisées, et là il s'agit de dire, bon, en fait non, on revient en arrière, on repolitise, et on essaie de se reposer les questions des personnes. Et d'où vient du coup cette question du dissensus? C'est quoi le dissensus? C'est un mot qu'utilise pas mal Jacques Rancière, qui est un philosophe que j'apprécie beaucoup, qui essaye de se poser des questions à la frontière entre
le sensible, l'esthétique. Donc l'esthétique, là, c'est pas juste la question du beau ou du moche, hein, c'est la question de que nous font les choses, en gros. Il essaie de réfléchir à la frontière entre l'esthétique et le politique. Et lui, il est vraiment à cette articulation entre les deux, en disant, bah, qu'est-ce qui fait lien entre les deux? Et il dit, il y a une politique de l'esthétique et une esthétique de la politique. Et tout ça passe par cet objet qui est le dissensus, qui est le fait que on n'a pas seulement des désaccords sur le monde, on a littéralement des visions différentes, des perspectives différentes. Mais ces perspectives différentes viennent aussi avec des ressentis différents, mais du coup aussi avec des compréhensions différentes, littéralement. Et reconnaître le dissensus, du moins œuvrer avec le dissensus, c'est partir de ce principe-là. C'est partir du principe que, ok, on se met autour d'une table, et en fait on a tous des perspectives différentes. Et il faut les prendre en compte pour pouvoir construire ensemble. Je reviendrai un peu plus précisément sur le dissensus après. Mais pour pouvoir bien le comprendre, il va nous falloir plonger dans le sensible. Je pars de Jacques Rancière, mais cette pensée-là a aussi été utilisée par un philosophe comme Baptiste Morisot, qui va nous parler de la crise du sensible, de la sensibilité, je ne sais plus comment il le dit. Et en gros, le sensible, c'est ces trois dimensions-là qu'on peut distinguer, mais qui sont toujours interconnectées. On peut pas complètement les séparer, ça n'aurait pas de sens. La perception, l'affection et la signification, en réalité, il parle plus de conception, de concept. C'est dire que le sensible, c'est pas juste la sensorialité, mais ça la prend en compte, les perceptions, l'ensemble des perceptions, ce qui va relever la sensorialité. Mais c'est aussi les affections, la manière dont le monde nous touche, la manière dont on est affecté par le monde, dont il nous bouge. Et aussi la manière dont on comprend, les significations, les réseaux de choses qu'il faut qu'on comprenne. C'est trois choses distinctes, mais c'est trois choses qui ont du sens. Surtout qui s'articulent ensemble. On comprend ce qu'on perçoit, on perçoit ce qu'on comprend, on vit des choses qui nous font arriver à un régime du sensible. Surtout, on vit des expériences sensibles. Et là, on revient sur la question de l'expérience du corps, l'irruption des corps. C'est d'abord une expérience personnelle, de choses qui vont nous arriver, des choses qui vont nous affecter, littéralement. L'expérience sensible. Remettre les corps dedans. À ce moment-là, on peut repartir vers la question de l'imaginaire et se dire, ok, l'imaginaire dans tout ça, qu'est-ce que ça fait? Moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de passer d'un imaginaire, d'une vision des imaginaires paquets, des imaginaires qui apportent des contenus et des choses, qu'après il s'agira d'envoyer ou pas, de promouvoir, etc., à une autre vision qui serait des imaginaires milieux. Des milieux, on peut les voir comme des milieux écologiques, comme des écosystèmes dans lesquels on va aller puiser des choses, on va piocher des choses, on va aller interagir avec des choses, mais aussi comme médium. Médium entre nous et le monde. Mais ce que ça veut dire surtout, ici d'important, c'est de passer d'une vision passive à une vision active quelque part, une vision de subjectivation. C'est-à-dire que les personnes qui sont face à des imaginaires peuvent exister face à ces imaginaires. Donc la question, c'est peut-être pas tant ce qui est porté par l'imaginaire que la manière dont ça existe pour les personnes, la manière dont ça interagit avec des corps. Et ici, je vais poser une notion que je trouve très intéressante, qui est aussi une notion de Jacques Rancière, qui s'appelle le partage du sensible. Le partage du sensible, il faut le voir comme comme on partage un gâteau. Le partage du sensible, ça va être un découpage du monde, du coup de perception, d'affection, de signification, un découpage du monde qui va porter un ensemble de possibles. Un ensemble de possibles pour un ensemble de personnes. Ça va nous dire qui peut faire quoi, qui peut voir quoi, qui peut sentir quoi, selon l'état du monde tel qu'on pose. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je peux l'exemplifier de manière très simple. Une discussion qu'on a eue avec ma femme à la préparation de cette intervention. L'écriture inclusive porte un partage du sensible très différent de l'écriture non inclusive. Là, ce n'est pas une question d'imaginaire. On peut dire qu'elle porte un imaginaire. On peut dire qu'elle porte un imaginaire en général sur l'inclusivité, etc. Mais surtout, ce qu'elle porte, c'est une manière différente de voir les choses. Pour une même phrase, on va l'écrire de deux manières différentes,
Et on va pas voir les mêmes choses du monde avec ça. Rien qu'en portant, en ajoutant des petits points et des petites voyelles par-ci par-là, eh bien, on arrive à passer d'un groupe potentiellement d'hommes à un groupe un petit peu plus divers, avec potentiellement, ça va rajouter un peu de complexité, un peu de diversité dans tout ça. Le partage du sensible, ça va affecter la manière dont on voit les choses, dont on perçoit le monde. Et du coup, ça me permet d'arriver à cette idée de monde vécu, qui est une idée à la base que j'ai été volé, braconné à André Gorz dans le livre qui s'appelle Ecologica, où il parle de ces mondes vécus. Et ici, je voudrais donner corps un peu à ce concept avec cette idée de sensible. Ben, le monde vécu, quelque part, c'est notre régime du sensible vis-à-vis du monde général. Tout à l'heure, je disais qu'il y a l'expérience sensible. Une expérience sensible, ça peut être face à une situation, un événement, face à une œuvre, face à des choses. C'est ce qui nous parvient, c'est la manière dont on résonne avec l'objet. Eh bien, le monde vécu, c'est la manière dont on résonne avec le monde en général. C'est le régime de perception, d'affection et signification du monde qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant de dire à propos de ça, c'est qu'on du coup, on ne vit pas dans les mêmes mondes. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes affections. On n'est pas affecté de la même manière par le monde. Du coup, on n'est pas habité par le même monde. Du coup, si je reprends la première question, quel monde nous habite, mais aussi quel monde habitons-nous? Et surtout, comment il s'influence? Encore une fois, ici, c'est la question de l'irruption des corps. C'est pas la question de... On part encore une fois d'un imaginaire général qui va porter certaines choses, mais on va se poser la question de l'autre sens, des personnes qui interagissent avec ces imaginaires, qui sont dans le monde matériel. Savoir comment ces personnes-là peuvent faire. Moi, je vous propose une petite mécanique pour négocier aux frontières entre le monde vécu et le reste du monde, ou entre son monde vécu et le monde vécu des autres. Alors moi, j'ai un parcours de sciences, j'ai un parcours d'art, et je me suis beaucoup intéressé à la philosophie. Alors je me suis dit, je vais mettre tout ça dans une slide et je vais essayer de donner du sens à tout ça. Essayer de rationaliser, essayer de dire, bon, j'ai pas fait tout ça pour rien non plus. Ça a du sens, ça, c'est marrant du coup. C'est trois mouvements très différents. Et je pense que les trois mouvements sont importants. Alors, on pourrait se passer de certains, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourrait très bien faire des choses en se passant dans des trois mouvements. Mais moi, je veux porter l'importance en fait de réaliser ces trois mouvements. Le premier, c'est du coup faire science. Mais là, je parle de science, vous voyez, avec un petit S. Bon, j'aurais dû le mettre au pluriel par contre. Avec un petit S. On n'a pas vocation à créer de la science avec un grand S, la grande science des institutions, avec le peer review et toutes les choses qui visent finalement à étendre la grande connaissance humaine, mais qu'on questionne assez peu finalement de l'extérieur, parce que ça marche pas si bien que ça à l'intérieur. Du coup, faire science avec un petit S, c'est partir du principe que tout le monde en fait peut faire ça. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire science. On n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études, on n'a pas besoin d'avoir lu des tonnes et des tonnes de bouquins. Faire science, c'est juste explorer. Explorer soi et le monde. Mettre en place des techniques de savoir. Techniques entendues au sens de manière de formaliser un rapport aux choses. Très abstrait, mais... La seconde, c'est faire art. Faire art, c'est créer justement des modes d'accès au monde. Des techniques de signification, d'affection et de perception. Qu'est-ce que c'est une œuvre si ce n'est une manière en fait de parler du monde? On parle toujours de quelque chose, on parle toujours quelque part du monde quand on fait une œuvre. Parce qu'une œuvre part toujours du monde de fait, que ce soit un bouquin, que ce soit un film, que ce soit une musique, c'est toujours quelqu'un qui vit dans le monde, qui veut dire je veux dire quelque chose, ou je veux faire sentir quelque chose. Mais ce qui est important à dire, c'est que créer, c'est très différent de l'acte d'explorer. Parce que créer, c'est toujours quelque part s'émanciper un peu de la nécessité, ou du moins des déterminations. C'est toujours, à un moment, dire, en fait, je veux juste faire autre chose. Je ne veux pas me baser sur ce que je sais, ou trucs comme ça, on peut si on veut. Mais l'important à ce moment-là, c'est de sortir des déterminations. C'est-à-dire juste créer quelque chose de nouveau, littéralement nouveau, qui ne relève pas d'une mécanique d'une mécanique, tout simplement. Finalement, faire philosophie. Faire philosophie, c'est densifier tout ça. C'est faire des liens.
C'est dire, bon ok, j'ai vécu ça, comment je peux le comprendre? Comment je peux relier à d'autres choses? Il y avait cette phrase très simple de Saul Alinsky que je trouvais très intéressante dans son manuel de l'animateur social, qui d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le titre français c'est ça, alors que le titre anglais c'est Rules for Radicals, ce qui est un peu différent en termes d'imaginaire, qui vient nous dire que un événement, je ne sais plus dans quel sens ça se dit à peu près, mais c'est le goût de... Un événement, c'est pas une expérience, tant qu'on le lit pas, tant qu'on le relit pas, tant qu'on n'essaie pas de se demander qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut vivre des trucs, mais on ne pourrait pas appeler ça de l'expérience tant qu'on ne va pas se demander qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a changé dans nos modes d'affection, qu'est-ce que ça a changé dans notre rapport au monde, qu'est-ce que ça nous a appris, qu'est-ce que ça nous a fait oublier peut-être, qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qu'on a réussi, sans se poser la question du partage du sensible qui a accompagné cette chose-là. Faire science, faire art, faire philosophie, du coup ça s'accompagne avec cette troisième proposition gestuelle, qui est celle de distinguer sans disjoindre. Alors là, si vous vous êtes essayé à lire des personnes comme Edgar Morin, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, qui est le penseur de la complexité, on va dire, et qui pose cette chose que je trouve très intéressante, qui est le fait que c'est important de les penser différemment, de les penser distinctement, sans les séparer, sans dire ces trois mondes différents qui n'interagissent pas. Ça me permet de dire une petite chose sur cette fameuse pensée en silo dont on parle souvent, et l'idée de décloisonner les disciplines, etc. C'est super important de faire ça, pour éviter de développer des visions totalement fermées du monde. En même temps, ces disciplines émergent d'histoire, émergent de manières d'accès au monde qui sont développées, qui du coup posaient des questions particulières vis-à-vis du monde, et c'est important de les considérer aussi. Distinguer sans disjoindre. On les distingue, mais après on les refait communiquer. Sinon, on prend le risque d'avoir juste quelque chose d'un gros bloulga de choses qui viennent se mélanger et qui ne donnent pas vraiment forcément qui ne font pas forcément avancer en fait. La question de l'interdisciplinarité. Et la question de l'interdisciplinarité contre la question de la transdisciplinarité. L'interdisciplinarité, tu as différentes disciplines et elles viennent se mélanger, elles viennent se discuter. La transdisciplinarité, il n'y a plus de discipline. Les deux sont intéressantes, et les deux, je pense, doivent être pensées, doivent être négociées. Mais c'est intéressant aussi ici de les distinguer. Elles ne veulent pas dire la même chose, elles ne portent pas la même chose. Et moi, ce que je vais essayer de vous proposer ici, c'est de partager les choses d'une autre manière, pour une dialectique de la résonance. Alors avant de parler de cette citation magnifique d'Ursula K. Le Guin, je vais dire quand même deux mots sur la dialectique, si vous n'êtes pas vraiment familier ou familière avec l'idée. Finalement, c'est une idée très simple, hein, c'est le thèse, antithèse, synthèse. C'est l'idée d'une tension peut émerger quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui n'est pas juste la moyenne ou un consensus mou, entre guillemets, qui émerge de la tension. La dialectique, c'est de dire, il se passe quelque chose, il y a une tension dans cet axe-là, là, entre deux choses, et on va essayer de trouver une solution dans cet axe-là. Et on va essayer de créer quelque chose d'autre qui va émerger de cette tension. Quelque chose qui est très, très fondamental, autant dans la pensée philosophique que même, en fait, quelque part dans les sciences et dans les sciences du complexe. Pour une dialectique de la résonance. Pourquoi la résonance? Alors, ceux qui ont déjà un peu discuté avec moi savent que j'aime bien former des petits néologismes comme ça. Ce mot résonance, il vient de la tension entre deux mots. Résonner avec un « et », qui est le fait de... Non, c'est l'autre. C'est résonner en sens résonance, vibration, etc. On résonne avec une œuvre, il y a des choses qui viennent nous parler. On n'est pas exactement capable de discerner ce que c'est. Ça relève justement de cette expérience sensible. Et résonner avec un « a », qui est le fait de résonner avec la tête. Et quelque part, ce que j'essaye d'apporter ici, c'est une distinction un peu différente de celle qu'on peut avoir entre les imaginaires positifs, les imaginaires négatifs, entre les utopies, les dystopies, entre le technosolutionnisme et autres solutions qui seraient plus viables. Et je voudrais partir de cette phrase que moi j'adore. J'ai été braconné dans un petit bouquin d'Ursula K. Le Guin qui s'appelle « Le langage de la nuit », qui est un ensemble de petits essais sur son rapport à l'écriture. Donc Ursula K. Le Guin, c'est une autrice américaine qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la science-fiction et de la fantasy. Et elle écrit ce bouquin un petit peu pour expliquer tout ça,
pour répondre à ces personnes qui lui disent pourquoi t'écris sur des elfes, des machins comme ça? En fait, on s'en fout. C'est pour les gamins, ça ne veut rien dire. Et elle essaie de naviguer avec cette question-là, tout en prenant en fait la critique au sérieux, en disant bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle vient proposer des grilles de lecture un peu différentes, vient un petit peu décaler la perspective sur cette question-là. Et à un moment, elle pose cette phrase, que je ne sais même pas si elle la met vraiment particulièrement en avant, mais moi, elle m'a beaucoup touché. Et elle dit « Il n'est pas si facile de rogner les ailes de Pégase quand Pégase a vraiment des ailes. » Moi, j'aime bien cette phrase, parce que quelque part, elle nous dit « On ne peut pas être à la fois raisonnable et à la fois nous demander de rêver. » On ne peut pas imaginer un monde qui soit bien ancré dans les nécessités et en même temps lui demander de nous emmener dans des choses totalement différentes, avec une vision totalement nouvelle, qui n'a rien à voir avec le monde tel qu'on le vit, avec des choses qui vraiment nous portent, nous font rêver. Du coup, pour dialectiser cette relation-là, je vais creuser un petit peu plus. Je dirais que d'un côté, il y a les récits et les imaginaires raisonnables, qui partent de données, de problèmes, pour arriver à des solutions. Permettent la mise en mouvement personnelle et ou collective en vue de l'obtention de résultats. Donc ça va être les imaginaires qui vont être ceux d'associations, de militants, même d'entreprises. C'est quand on va se mettre autour d'une table et qu'on va se dire, bon, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va ensemble? On ne peut pas là se permettre d'imaginer des Pégases ou des machins comme ça. Non, il nous faut être raisonnable. Il faut nous dire, bon, on part de constats, il faut arriver à des solutions, il faut qu'on arrive à produire une action, à produire un changement dans le monde. Cette idée-là vient vraiment de l'idée, quelque part, du paradigme de l'action. Je pourrais dire l'action collective, l'action sociale. C'est important aussi de dire qu'il y a de l'imaginaire aussi à cet endroit-là. C'est l'imaginaire qui nous porte, qui nous fait mettre en mouvement. Cet imaginaire vient avec des espaces d'engagement qui participent à ce que Étienne Wenger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie des communautés de pratique, qui participe à la négociation de sens. Et il dit, lui, dans ces moments-là, il y a deux choses qui se passent, deux choses qui sont toujours en interaction. Il y a la participation, le fait qu'il y ait des gens autour d'une table et qui participent activement à faire des choses, à créer des choses, à imaginer des choses, et il y a ce qu'il appelle la réification, la chosification si on veut. C'est l'idée de cristalliser des objets, des valeurs, des représentations dans des choses qu'on va ensuite pouvoir négocier si on veut. Mais en tout cas, le fait de les chosifier, de les rassembler, permet de les avoir en tant que référentiel commun. Lui, il va appeler ça, je ne sais plus comment il appelle ça, le répertoire partagé. C'est la raison d'être d'une association, d'une entreprise, d'un réseau, d'un truc militant. Ça va être le pourquoi, quoi, comment. Ça va être le qu'est-ce qu'on se dit pour agir. Le but de ça, c'est de développer le pouvoir d'agir, ce qu'on appelle généralement le pouvoir d'agir. On pourrait appeler ça aussi la puissance, si on est sur une idée plutôt métaphysique, si on est plutôt sur une philosophie de la métaphysique. Mais du coup, développer un pouvoir d'agir, c'est toujours fermer des possibles. C'était le début de la conférence. Choisir, c'est renoncer. On va se mettre dans des actions, des choses comme ça, mais du coup, on va devoir choisir et enlever d'autres actions. On va réduire à ce moment-là l'imaginaire. On va dire, on va prendre ça et on va aller vers là-bas. Et à ça, j'ai envie d'opposer un autre régime, celui des imaginaires résonnants. Eux, ils créent et nourrissent des décalages de signification et de perception. Et eux, ils essayent de développer leurs propres enjeux. Je vous disais tout à l'heure, créer, c'est s'émanciper des déterminations. Donc ici, on n'est pas en train de vouloir régler des problèmes. On est en train d'essayer d'en construire, ce qui est très différent. Le problème, c'est que ceux-là et celles-là, on ne peut pas leur demander de produire des résultats spécifiques sur le monde ou sur les spectateuristes. Parce qu'il y a forcément une question de négociation avec la spectateuriste, qui n'est pas dans la salle quand on crée. Quand on va recevoir une œuvre, ça peut être une œuvre, mais ça peut être aussi un objet de médiatisation, un objet de sensibilisation, ça peut être un discours. Quand je dis œuvre, c'est toutes sortes de créations qui vient et qui est ensuite partagée. C'est une irruption dans la vie des autres. Quand on est face à ce genre d'objet, eh bien, on garde notre liberté. Et ce serait très grave de se dire l'inverse. Ce serait très grave de se dire, avec une œuvre, on va mettre des gens en mouvement. J'accompagne des personnes
à la pépinière d'initiative Anciella, qui sont dans l'art et qui essayent d'utiliser l'art pour faire passer des choses ou pour parler de la transition écologique et solidaire. Et ça, c'est toujours le premier truc que je leur dis. Attention, si vous voulez mettre les personnes en mouvement avec une œuvre, quelque part, ce que vous faites, c'est un geste autoritaire. Vous dites, avec ça, ce que je veux, c'est que les personnes bougent. Vous voulez faire bouger des personnes sans même savoir s'ils sont OK pour bouger quelque part. Ce que vous voulez, c'est qu'ils bougent avec votre œuvre. Donc vous ne leur demandez pas leur avis. Là, on est dans un paradigme, ce que j'appellerais la création artistique. Ou création tout court. Encore une fois, je mets artistique entre parenthèses. Ici, on est dans le développement des possibles, au risque potentiellement de rendre impuissant, parce que l'idée, c'est d'ouvrir au maximum les possibilités, d'ouvrir le champ des possibles, comme on dit, mais du coup, en ouvrant le champ des possibles, eh ben, on peut aussi difficilement savoir comment on peut agir. C'est deux choses différentes. J'accélère un petit peu parce que je suis en retard. Donc raisonner, ça implique de réagencer constat et création. Solution, décalage. Et c'est important de le dire, c'est déjà de nature différente. Quand je parle de constat et de création, c'est ce que je dis tout à l'heure. Créer, c'est s'émanciper des constats. Mais n'empêche, on a besoin de faire des constats, et on a besoin d'avoir une action sur le monde qui ait du sens. Donc il faut qu'on arrive à réarticuler ça. Il faut qu'on arrive à échapper des déterminismes, tout en les prenant quand même en compte quelque part. L'idée, c'est pas juste de faire n'importe quoi. Et réarticuler solution et décalage. Solution en tant que solution de problèmes qu'on a identifiés, ou qui sont identifiés, que quelqu'un d'autre potentiellement a identifié, la question des défis dont je parlais au début. Et décalage, le premier geste que je proposais de « ouais, mais c'est peut-être pas la bonne question qui est posée là ». Donc se dire peut-être c'est la bonne question, peut-être c'est pas la bonne. Donc quelque part, il est question d'articuler puissance et possible. Toujours rester ouvert au possible, et quelque part quand même réaliser une action. Et quelque part, ça me fait vivre, ça me fait repenser un peu cette question, ce constat dont on parle parfois, qui peut être vertigineux la première fois qu'on le rencontre. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Et en fait, si on part de, si on prend un peu au sérieux certaines choses que j'ai dites aujourd'hui, bah c'est évident en fait. Mais c'est pas évident parce que le capitalisme a complètement hacké nos esprits et fait qu'on n'est pas capable d'imaginer un autre système. C'est juste que faut le prendre comme un point de départ. Il est plus facile. Il est plus facile, oui. C'est plus facile d'imaginer la fin du monde. La fin du monde, on peut avoir des scénarios qu'on écrit en 3 lignes. Bah voilà, guerre atomique, la Russie envoie une bombe H sur les États-Unis qui réplique, bon bah boum 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 boum, fin du monde. Réchauffement climatique, on n'arrive pas à résoudre la question, on a des grosses migrations, des guerres, boum, fin du monde. Érosion de la biodiversité, bon bah pareil, en très peu de temps on peut avoir un truc. La fin du capitalisme, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toute une question de société, une question généralement d'échelle. Et si on prend un peu au sérieux ce que j'ai dit avant, ce serait réimaginer un monde. En plus, imaginer un monde sans les personnes qui sont là pour le faire. Quelque part, imaginer un monde, ça doit se faire dans la construction d'un monde. On ne peut pas le faire avant. On ne peut pas se dire, il faut qu'on imagine un monde meilleur sans demander l'accord de toutes les personnes qui sont là. Et en fait, d'ailleurs, on dit, plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Moi, je ne sais même pas si je serais capable d'imaginer même le capitalisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, imaginer le capitalisme. Donc du coup, si j'arrive pas à imaginer la fin le capitalisme, ça me paraît compliqué d'imaginer la fin du capitalisme. En réalité, il y a un ensemble, c'est super compliqué le capitalisme. Si vraiment on va dans les détails de ce que c'est super compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un quelque part dans le monde qui soit capable d'imaginer le capitalisme. Du coup, en imaginer la fin, on ne saurait même pas ce que ça voudrait dire. Je vous propose maintenant de conclure. Après tous ces trucs que j'ai ouverts un peu partout. Je vous propose de conclure en vous proposant 4 éthiques. Ce que j'appelle éthique ici, c'est des modes d'être au monde, des manières de naviguer dans le monde qui doivent négocier. En gros, c'est négocier avec le monde en fonction de ses valeurs et de ses envies et de ce qu'on veut créer. L'éthique de l'irruption, qui est cette éthique de la création, où je dis que créer, c'est s'émanciper des nécessités. Ça me paraît important en fait de passer par là. Je ne vois pas comment on peut arriver à faire quoi que ce soit de pertinent
si à un moment on se dit pas, il faut qu'on sorte de la nécessité, il faut qu'on crée quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de percevoir, d'agir sur le monde. Et ce qui est important ici de dire, c'est que créer, c'est toujours créer pour la première fois. Et ça, c'est vertigineux. C'est-à-dire que peu importe le geste de création, c'est toujours la première fois qu'on crée cette chose-là. Par définition, s'émanciper de la nécessité, c'est toujours créer quelque chose de nouveau, et donc, quelque part, avoir ce mouvement pionnier, entre guillemets, de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Mais ça n'existait pas pour soi non plus. Qu'on écrive un texte, qu'on écrive une musique, un mémoire, un film ou quoi que ce soit, ça n'existait pas avant, on n'a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode de création. Et en fait, même reposer sur une méthode, ce ne serait pas vraiment créer, ce serait répondre à une mécanique. Ce qui implique nécessairement une forme d'imposture. Et ça, c'est important. Tout le syndrome de l'imposteur que tout le monde, je pense, dans cette salle a déjà vécu une fois, ou même plusieurs, même peut-être le vit encore aujourd'hui, moi je suis en train de le vivre maintenant, c'est cette idée de « bah ouais, bah c'est nouveau, c'est différent, donc tu sais pas faire ». Personne ne sait faire d'ailleurs, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui savent mieux faire que toi, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu sais pas faire. Mais si tu veux apprendre à le faire, bah faut bien le faire à un moment. Tu peux pas apprendre autrement. À ça se couple une seconde éthique. Donc là, on est toujours dans ce paradigme de la création. L'éthique de l'expérience sensible, qui peut se résumer en une phrase très simple. On n'a jamais fini de lire, de relire, de réécrire un événement ou une œuvre. À chaque fois qu'on vit quelque chose de nouveau, on peut relire des choses d'avant. Et ils auront un sens et une perception différente. Un partage du sensible peut être différent. On peut toujours revenir en arrière et se dire « Ah mais putain, en fait, je l'avais pas compris comme ça, ce truc-là. Il y a ce film, cette heure ou je sais pas quoi, à ce moment-là, ça a résonné de cette manière-là. Aujourd'hui, ça résonne différemment. » On a tous vécu ça quand on revoit un film, quand on relit un livre. Il n'a pas le même sens, il n'a pas la même chose. Il ne dit pas les mêmes choses quand on lit différemment. Parce que nous, on n'est pas la même personne. Parce qu'encore une fois, c'est une question de négociation entre nous et l'œuvre. Et puis il y a les deux éthiques qui viennent du paradigme de l'action. Celle de la réification, qui est finalement une répétition un peu plus large de ce que je disais sur imaginer des mondes sans les autres. Réifier pour les autres sans les autres relève d'une forme de geste autoritaire. Cristalliser des ensembles de concepts de signification qu'on négocie pas avec les personnes, mais qu'on leur impose, bah, ça reste imposé. Du coup, ça se couple avec l'éthique de la participation. Exister à plusieurs nécessite de porter attention aux autres régimes de sensibilité. Quand on est autour d'une table, on ne peut pas se passer de ça. Quand on essaie de négocier une action collective, on ne peut pas se passer de ça. Si on se passe de ça, on est en train de faire une forme de geste autoritaire, on est en train d'imposer quelque chose à d'autres personnes. J'ai bientôt fini. Donc, il est aussi d'usage, tout comme il est d'usage de poser des constats au début, il est d'usage de faire un call to action pour finir ce genre de choses, pour vous donner envie de faire plein de trucs, etc. Mais moi, je vais juste un petit peu décaler la chose et je vais faire plutôt un call à la recherche-action. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'agir tout de suite, de mettre en mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas vous mettre en mouvement, sinon j'aurais tendance à essayer d'être autoritaire sur vous, c'est pas la question. Ce que j'essaye de vous donner envie, c'est plutôt d'avoir ce geste d'action qui est nourri par la réflexion et qui nourrit la réflexion. Se mettre dans le paradigme de la praxis. La praxis, c'est le geste qui est nourri par le monde et qui nourrit le monde, qui est nourri par la théorie et qui nourrit la théorie. C'est réarticuler justement cette dimension réflexive et cette dimension active. Mais c'est pas fini, parce qu'en fait, je voudrais aller même plus loin que ce paradigme de la recherche-action et vous inviter à un paradigme de la recherche-action-création par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure. Le fait d'agir par rapport au monde, d'avoir une vision du monde qui évolue par rapport en fonction de l'action, mais surtout, créer. Ce geste de création, pour moi, il est, encore une fois, indispensable. Ce que je vous propose, du coup, c'est de passer d'un imaginaire de la solution à un imaginaire du problème, ou du moins de les faire négocier. On parle souvent du technosolutionnisme comme étant le problème, mais je pense que le solutionnisme lui-même est un problème. Parce que le solutionnisme implique qu'on est d'accord sur les problèmes. Mais l'idée, pour moi, ici, la plus importante, c'est de savoir comment on crée des problèmes. C'est pas si clair comment on crée des problèmes. Mais en même temps, il faut bien quand même appliquer des solutions, parce qu'il y a quand même des problèmes qui sont assez clairs. En ce moment, c'est toute la thématique des PFAS qui sont sur la région lyonnaise, enfin sur la métropole. Bon, bah c'est assez clair le problème. Donc il faut quand même pouvoir agir vis-à-vis de ça. Pas se dire, ah non, je vois pas où est le problème. Non. Et finalement, du coup, passer du résultat au processus. Se dire que, ok, c'est important de produire des choses, mais le processus en lui-même est important, parce que c'est le processus qui va faire que des gens vont venir avec nous, qui va faire qu'on va réussir enfin, collectivement, à créer de nouveaux mondes. Et du coup, ma toute dernière question.
À quel monde participez-vous? Et ça, moi, c'est important de la mettre au pluriel. C'est trop facile de se dire, bon, on est dans le capitalisme ou pas le capitalisme, on participe au capitalisme ou pas le capitalisme. Bah oui, de toute façon, on est obligé quelque part d'y être. À moins qu'on aille complètement faire sécession et qu'on aille dans le Larzac élever des chèvres. Et j'ai aucun problème avec ça, je trouve ça très pertinent de faire ça. Mais si on veut le changer, bah on est obligé d'être dedans. Mais du coup, la question, c'est pas tant est-ce qu'on participe ou pas au capitalisme, c'est à quel autre monde on peut participer, à quel autre régime du sensible, qu'est-ce qu'on crée à ce moment-là, qui peut faire sortir quelque part du capitalisme, qui peut pluraliser les mondes dans lesquels on vit. Donc voilà, je vous pose cette question, à quel monde participez-vous? Et je vous remercie.